Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Écrivain, philosophe, votre dernier livre est paru aux éditions Bouquin, La modernité à contre-courant. Plusieurs de vos écrits y sont rassemblés. On parlera dans un instant de l'élection de Donald Trump et des leçons qu'ici en France, certains veulent en tirer. On dira également un mot de la situation politique et notamment d'un autre livre, celui du président. Ah, je vous vois déjà sourire, celui du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, puisqu'il vous cite. Vous faites partie de celles et ceux qui sont cités par Jordan Bardella. Mais d'abord, bien sûr, Alain Finkielkraut, la question de l'antisémitisme. La semaine a été marquée par des scènes de violence insupportables contre des personnes de confession juive à Amsterdam après le match qui opposait l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Israël a dénoncé, je cite, un pogrom antisémite. Est-ce que vous reprenez ce terme, Alain Finkielkraut ? En tout cas, on a tendance à dire qu'avec ces événements et d'autres, on assiste à l'importation du conflit israélo-palestinien en Europe. Non, il faut aller plus loin. Ce dont nous sommes les témoins, c'est de l'importation du 7 octobre. Ce pogrom, le 7 octobre, est un précédent. Cette extase de l'horreur a fait école. On l'a vu en France, à Courbevoie, vous vous en souvenez, une fillette violée parce qu'elle venait d'avouer ses origines juives. Tu es juive, donc tu soutiens le génocide à Gaza et nous te faisons ce qu'ont fait les miliciens du Hamas. Là, les agresseurs ne sont pas allés si loin, mais effectivement, on a assisté à des scènes de lynchage préparées bien en amont. La veille et l'avant-veille, on disait qu'il fallait accueillir comme il se doit les supporters israéliens. Alors, on a évoqué, on parle de pogrom, mais aussi on a évoqué la nuit de cristal. Je comprends cette référence, mais elle n'est pas juste. Nuit de cristal qui fait référence à l'Allemagne nazie. Oui, mais justement, la mère a protesté véhémentement, ainsi que le Premier ministre, alors que la nuit de cristal a été en 1938 accomplie sous l'autorité du régime nazi. C'est une grande différence. Deuxième différence, c'est un antisémitisme venu d'ailleurs. C'est pas, si vous voulez, nos vieux démons. C'est tout autre chose. C'est l'un des résultats de l'immigration massive. Antisémitisme venu d'ailleurs, avec la bénédiction, bien sûr, il faut l'ajouter, non pas pour le coup de l'extrême droite, mais de la gauche radicale. Raphaël Arnault, qui, vous savez, député fiché S, qui explique que tous ces supporters de Maccabi sont des hooligans connus pour les faits de racisme et de violence. Pour que ceux qui nous regardent comprennent bien à quoi vous faites référence, je voudrais qu'effectivement on regarde ces deux réactions politiques issues de la France insoumise. La première, celle du député Raphaël Arnault, voilà ce qu'il dit. Quand on suit un peu le foot, les supporters du Maccabi Tel Aviv sont réputés pour abriter les plus grosses franges d'hooligans d'extrême droite, racistes et violents. Hier à Amsterdam, ils ne sont pas venus cueillir des jonquilles. Voilà ce que dit Raphaël Arnault. Et je vous soumets une autre réaction, je la connais. Celle de la députée Marie Messmer, autre députée insoumise. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et soutenaient un génocide. Ce à quoi font référence certains de membres de la France insoumise, c'est ce qui s'est passé notamment avant le match à Amsterdam, c'est-à-dire le fait qu'on a pu voir des vidéos de supporters du Maccabi Tel Aviv arrachant des drapeaux palestiniens, proférant des slogans racistes faisant état effectivement des Arabes. C'est la référence de ces députés insoumis. Pour autant, vous considérez qu'ils relativisent ce qui s'est passé ? Non, c'est pas qu'ils relativisent. Ils approuvent le lynchage. Ils l'approuvent. Et ils l'approuvent pour des raisons qu'on connaît bien. Ils voient prospérer un nouveau peuple et ils veulent justement être les élus de ce nouveau peuple. Jean-Luc Mélenchon l'a théorisé. Il dit à Hénin-Beaumont, j'ai vu des Français d'origine française qui sentent le rouge qui tache. C'est pas avec eux qu'on peut faire affaire. On va prendre les autres. C'est quoi ? C'est du clientélisme ? C'est de l'électoralisme, c'est du clientélisme. Henri IV a dit, avant justement son accès à la royauté, Paris vaut bien une messe. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'élection
présidentielle vaut bien une conversion à l'antisémitisme. Et c'est extraordinaire, parce que ces députés-là, ils ont été élus grâce au Front républicain, notamment Raphaël Arnaud, qui se présentait contre la députée sortante du Rassemblement national. Donc, il faut en conclure que, pour faire barrage à l'extrême droite, on a fait le lit de l'antisémitisme qui siège maintenant, pour la première fois depuis la guerre, à l'Assemblée nationale. Ça devrait inciter à réfléchir. Vous dites Alain Finkielkraut parce que l'accusation est plus que oui. sévère, elle est grave. Ce n'est pas seulement de la relativisation, non, une forme de... ça n'a rien à voir. C'est clairement de l'antisémitisme parce que eux, encore une fois, font référence à ces scènes qui existent. Hein. L'idée n'est absolument pas de minimiser ce qui s'est passé, mais on a vu aussi à Alain Finkielkraut des scènes de supporters du Maccabi Tel Aviv qui arrachaient des drapeaux palestiniens. Ils approuvent ce lynchage. Ils l'approuvent. C'est tout. C'est-à-dire pour eux, tous les Israéliens sont des génocidaires, comme d'ailleurs pour certains étudiants notamment de Toulouse, qui se prononcent sur une affiche contre la Convention nationale de l'Union des étudiants juifs de France, génocidaires et racistes hors de Toulouse. Si vous êtes juif aujourd'hui, vous êtes génocidaire et raciste. Voilà dans quel climat nous vivons. Mais alors, parlons-en. Oui, il y a eu certains supporters, ont eu une attitude intolérable. Et j'ai vu ces images, elles m'ont frappé. Mais, il faut le redire, l'enquête menée par la police néerlandaise prouve que les lynchages n'avaient rien de spontané. Des messages échangés l'avant-veille et la veille évoquaient la nécessité d'accueillir les Israéliens comme il se doit. Les chauffeurs de taxi signalaient sur des messageries où se trouvaient les Israéliens et comment se déployaient les forces de police. Donc tout ça a été préparé. Donc ce n'est pas une réponse. D'ailleurs, cette réponse aurait été intolérable, mais ce n'est pas une réponse à des provocations. Et l'idée de ma question n'était évidemment pas de mettre en parallèle quoi que ce soit. Une question, Alain Finkielkraut. Est-ce que cela veut dire, suite à ce qui s'est passé jeudi soir à Amsterdam, que les personnes de confession juive qui vivent sur le sol européen ne sont plus en sécurité? Il faut pas aller trop loin, mais les Juifs ne sont plus en sécurité nulle part. Ils sont plus tout à fait en sécurité en Israël. On l'a vu avec le 7 octobre. C'est ce que disait David Grossman. Tragiquement, Israël n'a pas su guérir les Juifs de leurs blessures fondamentales, la sensation amère de ne pas être chez soi dans le monde. Où sommes-nous complètement chez nous? Nous sommes amenés à nous poser la question, puisque bien sûr on le voit même avec le clientélisme de LFI, les Juifs ne font plus le poids. Bientôt ils ne font plus le poids aux États-Unis, si vous voulez. Il y a 500 000 Juifs en France, il y a 8 millions de musulmans. C'était déjà le raisonnement de Pascal Boniface en disant le Parti socialiste doit changer de stratégie. Et donc voilà, on parle de la domination financière, mais tout ça c'est de la blague. Il y a une nouvelle sensation de fragilité et de vulnérabilité. Mais il y a aussi une très forte solidarité dans de larges secteurs de l'opinion. Ça, évidemment, il faut être clair. Et par ailleurs, notamment, Alain Finkielkraut, vous évoquez en France les Français de confession musulmane. Ils sont pas tous comme ça. C'est même pas tous. Il y a une partie d'antisémitisme qui peut venir d'une forme d'islamisme, mais pour le reste, l'immense majorité des Français de confession musulmane sont terrifiés à l'idée de voir ces scènes à Amsterdam. On n'a pas fait d'enquête. Il y a une tradition dans l'islam de judéophobie, tradition exploitée par l'islamisme, et il faut évidemment distinguer les choses. Mais regardez ce qui s'est passé à Bruxelles. Le 16 septembre devait avoir lieu le match Belgique-Israël. Les autorités bruxelloises ont dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc le match a été délocalisé à Budapest. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bruxelles est à la fois la capitale de l'Union européenne et un territoire perdu de l'Europe. Alain Finkielkraut, vous me fournissez la transition quant au sujet qui suit, le match France-Israël, qui se tiendra donc au Stade de France, ce sera jeudi soir, avec un dispositif de sécurité exceptionnel, une affluence historiquement basse. Certains demandaient l'annulation, voire le dépaysement de la rencontre. À l'instant, on apprend que le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra
au Stade de France pour assister à la rencontre France-Israël. Vous vous félicitez de cette décision d'Emmanuel Macron qui apparaît effectivement comme un symbole quand on voit les conditions dans lesquelles ce match va avoir lieu. En plus, certaines de ses déclarations prêtes à la critique, là maintenant, il fait un geste en effet nécessaire. Le ministre de l'Intérieur a raison de tenir sur le fait dépayser le match. Il est simplement triste qu'on ait besoin d'un dispositif de sécurité supérieur à celui qui a été mis en œuvre pour les Jeux Olympiques. Et il y a 3 compagnies de CRS qui vont protéger les athlètes israéliens, les footballeurs israéliens. Donc ça, évidemment, c'est un crève-cœur. Mais je salue en effet la décision du président de la République. Alain Finkielkraut, je voudrais qu'on parle de l'élection de Donald Trump, 47e président des États-Unis, le comeback politique le plus spectaculaire de l'histoire de la démocratie américaine. Vous, l'homme de lettres, philosophe, qui publiait 1200 pages, la modernité à contre-courant, les outrances de Donald Trump, sa façon de faire de la politique, ça devrait être ce que vous avez en horreur en théorie, non? Et pas seulement en théorie. Pas seulement en théorie. Donc oui, parce qu'on dit, voilà, vous regrettez, vous déplorez son élection? Il y a une partie de la droite dans laquelle on me range aujourd'hui, qui en effet manifeste son enthousiasme pour l'élection de Donald Trump. Donc, et je ne me reconnais pas du tout dans cet enthousiasme, même s'il y a des choses à dire. Et alors vous dites que je suis un homme de lettres, je vous remercie. Alors je vous citerai un écrivain, un romancier, Philippe Roth. 2017. Nous n'avons jamais rien eu qui soit si pauvre sur le plan humain que Trump, ignorant du gouvernement, de l'histoire, de la science, de la philosophie, de l'art, incapable d'exprimer ou de reconnaître la moindre subtilité, la moindre nuance, dépourvu de la moindre décence et maîtrisant un vocabulaire de 77 mots qui mérite plutôt le nom de crétinet que d'anglais. Eh bien, je souscris tout à fait à ce jugement. Donc Trump, vous vous inquiétez de l'élection de Donald Trump? Je constate que Trump, c'est le mépris des formes, c'est le piétinement de la common decency si chère à Orwell, de la décence commune, et cette victoire a quelque chose de terrifiant. Si vous aviez été électeur dans un État pivot, vous auriez voté pour Kamala Harris ou pour Donald Trump? Plutôt pour Kamala Harris, avec des réticences dont je parlerai tout de suite. Mais un homme, ça s'empêche, disait le père de Camus. Ce qui caractérise Trump, c'est qu'il ne s'empêche pas. Il ne s'empêche jamais. Vous parlez de ses outrances, en effet, ses mensonges, ses injures. Et puis, en même temps, parmi les 2 décisions qu'il promet de prendre, il y a celle de supprimer des parcs nationaux. 2 parcs nationaux pour permettre l'exploitation du gaz de schiste et de l'uranium. Donc c'est un désastre écologique et c'est une indifférence absolue à la beauté du monde. Je voudrais qu'on parle de l'interprétation qui est faite de l'élection de Donald Trump ici en France. On entend beaucoup notamment, parfois chez des personnalités qui sont idéologiquement proches de vous, qui disent non mais Kamala Harris elle a perdu parce que c'était une candidate soi-disant wokiste, qui était obsédée par les sujets sociétaux. En réalité, c'est surtout parce qu'elle avait peut-être pas suffisamment traité la question économique. Est-ce qu'il faut forcément voir la question du wokisme au centre de tout? Alors simplement, je crois que Trump n'est pas possible en France. D'ailleurs, un sondage dit que 79% des Français ont une mauvaise opinion de lui. Donc aussi des y compris Français, chez les électeurs du Rassemblement national. Oui, y compris les électeurs du Rassemblement national. Mais si vous voulez, Trump, c'est l'apothéose de la société du divertissement. Il y a eu un très beau livre d'un Neil Postman dans les années 80, un Américain, Se distraire à en mourir, Entertaining Ourselves to Death. Effectivement, Trump n'est possible que dans une civilisation dominée par l'écran, dominée par le divertissement, et il s'adresse à des gens qui ont besoin d'un langage simple. Et cette domination aux États-Unis est effectivement totale. Mais, d'un autre côté, les démocrates, depuis très longtemps, se sont éloignés, se sont détournés du peuple. Ils ont divisé le peuple en minorités. Et des minorités
auquel il fallait accorder beaucoup d'attention, beaucoup de droits. Et donc, en même temps, Alain Finkielkraut, Donald Trump aussi, dans sa campagne, s'est adressé à des minorités. C'est aussi une façon de faire de la politique qui est aux États-Unis assez différente de celle que l'on peut mener en une France. Autre façon communauté noire, afro-américaine, communauté latino. Oui, une autre façon de faire de la politique, c'est des milliards dépensés par chaque camp. Et ça a quelque chose de vraiment répugnant. Mais j'y reviens, mais Trump s'est adressé, alors que c'est un républicain, au col bleu, aux classes moyennes, qui se sentent déclassées, qui se sentent dépossédées de leur propre pays, du fait d'une immigration immaîtrisée, etc. Et ça, les démocrates, ce langage-là, les démocrates ont été incapables de le tenir. Et cette critique vaut aussi pour la gauche européenne et la gauche française. Vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, Alain Finkielkraut. Vous dites, au fond, ce qui a fait perdre Kamala Harris aux États-Unis, c'est aussi ce qui empêche les gauches européennes et la gauche française de renouer avec le peuple. Ah, mais bien sûr. Il y a eu la note de la Fondation Terra Nova en 2011, une fondation socialiste. Qui au fond disait, je résume, pour la gauche, le salut vient dans le fait de s'adresser aux personnes issues de l'immigration et aux électeurs de grandes villes. Aux jeunes, aux minorités et aux femmes. Les classes populaires ont basculé à droite, on ne les regagnera pas. Avec la France insoumise, ce discours s'est encore radicalisé. Et je pense, à moins effectivement que le changement de population prenne des proportions gigantesques, je pense que c'est un très mauvais calcul. D'abord, en plus, c'est très odieux, c'est très antipathique. Il faut, quand on est de gauche, savoir tenir la question sociale, savoir parler aux classes moyennes et aux classes populaires. La gauche le sait de moins en moins, et le Parti socialiste, en se mettant sous la tutelle de la France insoumise, a trahi sa propre vocation. Juste Alain Finkielkraut, vous évoquiez celles et ceux qui effectivement se sont réjouis dans la classe politique française de l'élection de Donald Trump. Peut citer Éric Ciotti, Éric Zemmour. Ces turiféraires-là, ils se trompent en pariant sur la possibilité qu'un Donald Trump français émerge et réussisse au fond à capitaliser sur les mêmes déterminants en France qu'aux États-Unis. Heureusement, il n'y aura pas de Donald Trump français. Les gens dont vous parlez sont beaucoup plus cultivés que ne l'est Trump, mais je trouve qu'il y a quelque chose, je dirais même de détestable dans l'enthousiasme. On peut être capable de dire deux choses en même temps, quand même. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est le piétinement de la décence commune, c'est le mépris des formes. Ça se voit, ça s'entend. Et je veux dire, cette vulgarité devrait susciter une réprobation unanime. Et après coup, on s'interroge. On s'interroge sur les carences de la gauche, celles éventuellement de Kamala Harris, etc. On s'interroge sur la nécessité pour la France de s'unir autour d'un certain nombre de principes communs, ce que souhaitait Jacques Julliard, défense de la laïcité, de la sécurité, maîtrise de l'immigration, mais on ne va pas... En plus, Trump, c'est, dans ses promesses en tout cas, l'abandon de l'Ukraine. Et on voit cette droite dite nationale se réjouir de cet abandon, c'est-à-dire, en guise de défense de la nation, se prosterner devant l'Empire russe. Alors c'est ça le national. Et vous avez raison, ce n'est pas l'un des moindres paradoxes. Alain Finkielkraut, je voudrais qu'on dise un mot de la situation politique ici en France, et notamment la publication du livre du... Ah bah qu'est-ce qu'il y a quoi Vous me voyez venir ou pas ? Avec mes gros sabots. Le livre du président du Rassemblement National, c'est gentil. Jordan Bardella aux éditions Fayard. D'abord, est-ce que vous allez le lire, ce livre ? Peut-être. Je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis rien. On voit ici la couverture avec ce titre, Ce que je cherche, et une couverture qui a fait penser à certains à celle du livre de Barack Obama. Au fond, la question que se posent certains en voyant ce livre, c'est est-ce qu'à 29 ans... on n'est pas un peu jeune pour publier un livre comme ça, même quand on fait de la politique et qu'on a de l'ambition ? Il faut voir ce qu'il y a dedans. Il y a un passage qui m'a touché. Je vais me mettre encore en difficulté. Mais vous dites qu'il me cite, je vous demanderai de quoi il s'agit. Quand il a parlé de son prénom, de la douleur que ça représentait de porter ce prénom. C'était un paragraphe, je trouve, très juste et assez émouvant. Pour le reste, je ne vote pas pour le Rassemblement national, je ne milite pas pour le Rassemblement national, non pas parce que ce serait encore un parti fasciste, mais à cause notamment de
de ces tendances poutiniennes. En tout cas, effectivement, vous êtes cité, Alain Finkielkraut, page 243 pour être extrêmement précis. Ouvrez les guillemets, comment peut-on vouloir du mal à son pays au point de le détester? Dans l'identité malheureuse, Alain Finkielkraut dénonce l'oïcophobie qui se diffuse et fracture la France. Cette aversion pour la maison mère décrite avec justesse les rancœurs exprimées par certains à l'égard d'une nation pourtant si généreuse. En tout cas, vous êtes une référence bien, là, comme ça, de Jordan Bardella, visiblement. C'est ça, les journalistes du Monde, de Mediapart ou de Libération qui nous écoutent vont se frotter les mains. Alors, vous n'êtes pas le seul, hein, mais disons qu'il y a assez peu de gens de gauche cités par Jordan Bardella dans son livre. Donc, alors l'oïcophobie, c'est pas mon concept. C'est le concept d'un philosophe anglais, Roger Scruton. C'est la haine de la maison natale, la volonté de se défaire de tous les meubles qu'elle a accumulés au cours des siècles. Et cette oïcophobie existe. J'en donne très vite 2 exemples au moins. Le philosophe Gianni Vattimo, grand philosophe italien, il dit que l'hospitalité aujourd'hui doit se réduire à prêter l'oreille à ses hôtes et à leur donner la parole. C'est-à-dire, c'est les hôtes qui parlent, nous on n'existe plus. Le sociologue, le regretté Ulrich Beck, sociologue allemand. La formule de l'Europe, c'est vacuité substantielle, ouverture radicale. Nous ne sommes rien, venez nous remplir. La France mondiale, le livre dirigé par Patrick Boucheron. La France mondiale, c'est pas la France qui règne dans le monde, c'est la dissolution de ce que la France a de spécifique, de son génie propre, dans le grand bain de la diversité et du métissage planétaire. Et là, je citerai pour finir Pierre Manant, qui dit ceci: nous ne pensons pas que ce qui est à nous soit digne d'être défendu, ni notre langue, ni notre histoire, ni notre liberté, ni notre indépendance. Sous la jactance des valeurs, je ne sens qu'un triste désir de mourir. C'est ça, l'oïcophobie. Et effectivement, ça existe. Il faut s'en désoler. Les peuples ont droit à la continuité historique. Cette continuité historique doit être défendue par tous les partis politiques. Dont, visiblement, Jordan Bardella, qui reprend effectivement cette analyse que vous avez vous-même reprise, si j'ose dire, chez certains philosophes. Un dernier mot avec vous, Alain Finkielkraut, sur ce que l'on apprend à l'instant. On évoquait il y a quelques minutes la décision du président de la République de se rendre au match France-Israël jeudi soir. À l'instant, Israël recommande à ses citoyens de ne pas se rendre au match France-Israël au Stade de France. Je précise que c'est environ 70 à 90 supporters qui étaient prévus au Stade de France. C'est terrible d'en arriver là. Oui, c'est absolument terrible. C'est terrible. Mais ce qui est terrible aussi, c'est, si vous voulez, le fait que certains supporters excités, comme on l'a vu au Parc des Princes aussi, et des étudiants de Toulouse ou de Sciences Po parlent la même langue. On assiste justement avec cet antisémitisme à une nouvelle alliance de l'élite et de la populace. Il n'y a rien à en attendre, vraiment rien. Merci beaucoup, Alain Finkielkraut, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Je rappelle votre livre, compilation de vos écrits, La modernité à contre-courant. C'est aux éditions Bouquin et je recommande ce livre tout à fait passionnant. Merci infiniment, Alain Finkielkraut, d'être venu nous voir.